Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, bienvenue pour une nouvelle vidéo ASMR. Alors, je suis désolé de ne pas avoir fait de vidéo pendant une semaine. La raison, c'est parce que j'étais extrêmement occupé, notamment j'ai été pendant une semaine en tournage. Et du coup, ce qui se passait, c'est que quand j'arrivais chez moi le soir, j'étais épuisé. Donc voilà. Voilà, c'est peut-être pas forcément une bonne raison, mais en tout cas, c'en est une. Et on continue cette fois-ci pour le deuxième épisode de SCP's List. Cette fois-ci, je vais commencer par SCP-12 jusqu'au SCP-022. Et c'est parti. Alors, et j'essaierai cette fois-ci, à partir de maintenant, de mettre des images de chaque SCP. Si par exemple il y a un SCP qui n'a pas d'image ou qui n'a simplement, c'est tout simplement parce que soit son fichier est incomplet, soit parce qu'il n'y a pas d'image visible, ou soit les images ont été supprimées. Voilà. Alors, justement, alors, SCP-12 a été découvert par un archéologue lors de l'exploration d'une tombe au nord de l'Italie, détruite par un récent orage. L'objet est en fait une partition manuscrite intitulée Sur le mont Golgotha et faisant partie d'un répertoire plus vaste, tout simplement. Et elle est incomplète. L'encre est rouge et noire. Alors, d'abord, la fondation a supposé que c'était une variété de baie ou d'une encre un petit peu naturelle. Et après analyse, c'était en fait du sang humain qui provenait de plusieurs personnes. 2 des premiers membres du personnel à localiser la partition perdirent la raison utilisant leur propre sang pour achever la composition, ce qui mena à une perte de sang importante et un traumatisme interne. De nombreux sujets d'expérience furent autorisés à accéder à la partition. Dans chaque cas, les sujets se sont mutilés pour finir la partition à l'aide de leur propre sang, ce qui entraîna un grand nombre de symptômes psychologiques et un important traumatisme. Les sujets qui réussissaient à finir une section de la partition se sont suicidés, déclarant que celle-ci était impossible à terminer. Les tentatives de jouer ce morceau n'ont donné qu'une cacophonie désagréable, les parties instrumentales n'étant pas coordonnées ou harmonisées avec les autres. Voilà. On commence par ça, tout simplement. Alors, il y a un jeu vidéo en fait, et la partition est visible seulement dans ce jeu vidéo là. Et alors d'ailleurs, juste en fait dans le jeu vidéo, c'est ce qui reprend un peu les mêmes termes que là. En fait, les personnes en fait qui rentrent dans la salle où il y a la partition se sentent obligés de la terminer. Donc en fait, c'est pour ça qu'ils se tranchent les veines, qu'ils se mutilent. Et, et après, plus ils avancent dans la partition, plus ils ont vraiment envie de la terminer. Et ils s'arrêtent pas jusqu'à ce qu'ils perdent énormément de sang et qu'ils tombent dans les pommes ou qu'ils meurent. Donc voilà, donc ça c'était donc la partition. Maintenant, SCP-013 qui est un paquet de cigarettes de la femme en bleu. Ou de la femme bleue. Alors, SCP-013 est la désignation collective pour 242 cigarettes présentant des anomalies similaires. Le détail le plus frappant qui rassemble est la
présence de l'inscription Blue Lady manuscrite à l'encre bleue. Les sujets consommant le contenu de SCP-013 par inhalation commencent à se percevoir comme une femme non identifiée. Ils la décrivent comme une femme ayant entre 25 et 30 ans, mesurant environ 1,60 m et pour un poids estimé entre 50 et 55 kg. Les détails plus précis sont entre autres des cheveux sombres rasés, des yeux bleus et un rouge à lèvres bleu clair. Alors, ça, c'est la petite partie plus ou moins rigolote. Ensuite, directement après l'inhalation de SCP-013, les sujets perçoivent toutes leurs réactions comme celles de cette femme. Les semaines qui suivent, les sujets voient leurs traits devenir petit à petit les siens, et voient leur corps se changer également en celui de la femme représentée. Tous les changements sont entièrement mentaux. Les corps des sujets ne changent pas réellement. Seule leur perception d'eux-mêmes change. Ces changements sont permanents et irréversibles. SCP-013 a été découvert après le suicide d'un homme appelé Ian Miles. SCP-013 était empaqueté dans un gros carton de son appartement. Une fouille rapide de l'appartement a permis de découvrir plusieurs croquis d'une personne ressemblant fortement à celle décrite par les sujets sous l'effet de SCP-013. Le corps de Miles a été découvert assis à son bureau, mort d'une overdose et tenant dans la main une note manuscrite retranscrite plus bas. Lors de la fouille de l'appartement de Miles, un enquêteur civil fut affecté par les effets de SCP-013. Un agent infiltré contacta rapidement le site le plus proche. L'artefact ainsi que tous les éléments liés ont été collectés et rangés. Alors maintenant, je vais vous dire justement le message qui est la note manuscrite tenue dans la main d'Ian Miles. Je la vois partout. Cette dame bleue a l'air triste. J'ai l'impression que je la connaissais. J'aurais dû la connaître. Je la connais, mais je ne peux pas me souvenir. Je l'aime, mais je ne sais pas pourquoi. Elle est si belle et adorable, mais je ne sais plus. Son parfum favori. Où es-tu passé? Tu me manques. Voilà. Maintenant, on va passer à SCP-014. Alors, SCP-014 est un homme d'origine caucasienne, semblant âgé d'environ 30 ans, avec des cheveux noirs, des yeux bruns et un visage un peu rond. Les dossiers indiquent que son nom est Robert Shetford, confiné en 1915 à l'asile de Norwich, dans le Connecticut, pour folie délirante, prétendant qu'il avait été maudit et condamné à vivre éternellement, et qu'il était immortel en conséquence. L'asile a été fermé en 1937 et les patients ont été transférés dans diverses autres installations. SCP-014 a attiré l'attention de la Fondation en 1900. Alors oui, quand je dis c'est que les données ont soit été supprimées, soit elles sont inaccessibles, ou soit elles sont sur le point d'être modifiées, par des rumeurs d'un patient qui semblait être tout à fait immobile et ne montrait aucun signe de vieillissement. SCP-014 est en apparence un homme normal, mais il ne semble pas touché par l'âge et ne montre aucun signe de possession d'un métabolisme. Il ne mange pas, ne boit pas, ne transpire pas, et ne montre d'aucune autre manière ses fonctions vitales. Il ne respire que pour parler, et ses yeux et son appareil vocal sont selon toutes les apparences tout à fait immobiles. Il n'a jamais montré aucun signe d'escarre, bien que sa position n'ait pas varié depuis plusieurs décennies, et ses muscles ne semblent pas atrophiés. Il peut converser normalement, mais montre peu de connaissances et d'intérêt pour les événements survenus depuis son incarcération. Voilà, donc ça c'est numéro 14. Maintenant, SCP-015, autrement dit, les tuyaux du cauchemar. SCP-015 est une masse de tuyaux,
des vents, de chaudières et autres divers appareils de plomberie qui remplissent un entrepôt en... Les tuyaux semblent croître lorsqu'ils ne sont pas observés et tentent de se connecter à des structures proches par l'intermédiaire des réseaux d'égouts et de canalisation de diamètre allant de plomberie souterraine. Pardon. Donc, SCP-015 contient l'estimation actuelle 194 km de canalisation de diamètre allant de 2,5 cm à plus de 1 mètre. Certains tuyaux semblent être nouveaux, tandis que d'autres sont rouillés et fuient. Les tuyaux ont été signalés comme étant en os, en bois, en acier, en cendres pressées, en chair humaine, en verre et en granit. Aucun tuyau composé de plomb, de plastique, PVC, de cuivre ou de toute autre matière traditionnelle pour la production de tubes n'a été trouvé. Juste. Alors, SCP-015 réagit aux outils et aux agressions. Tout membre du personnel agissant violemment, transportant des outils ou tentant d'endommager ou de réparer SCP-015 de n'importe quelle manière va déclencher une réaction. Tous les tuyaux près du sujet vont éclater. La pulvérisation sur le sujet durera pendant plusieurs secondes avant que l'écoulement ne s'arrête brusquement. Il a été signalé que les tuyaux contenaient de l'huile, du mercure, des rats, une espèce d'insecte encore non identifié à ce jour, du verre poli, de l'eau de mer, des entrailles et du fer fondu. Les tuyaux continueront à éclater autour du sujet jusqu'à la mort ou la retraite de celui-ci. SCP-015 a été ramené à sa structure actuelle après avoir été fixé à 11 autres structures dans la zone. Actuellement, 11 membres du personnel ont été tués et 20 autres sont toujours portés disparus. Des rapports font mention de coups et de cris venant de l'intérieur de SCP-015. Et la photo que je vais montrer pour illustrer celui-là est en fait une vue de l'intérieur de SCP-015. Voilà. Maintenant, alors SCP-016, c'est à peu près l'un des... Ouais, on n'a pas sa photo, parce qu'il ne peut pas être pris. SCP-016 est un agent pathogène infectant le sang découvert sur un mineur de... qui s'était blessé en travaillant sur une veine de charbon profondément enfouie. La blessure fut contaminée par de la poussière de charbon provenant de la mine, l'infectant probablement via des spores en sommeil. Durant les jours qui suivirent, SCP-016 s'est employé à contaminer les ouvriers restants du camp des mineurs, ainsi que l'équipe de crise du centre de contrôle des maladies, déployée pour endiguer l'épidémie. Le personnel de la Fondation a par la suite pris le contrôle des opérations et a éliminé tout le personnel infecté. Le patient 0 fut placé en confinement et l'entrée de la mine effondrée par des explosifs. SCP-016 a une période d'incubation allant de 24 heures à 2 ans selon le nombre d'humains porteurs présents dans la zone. Les premiers symptômes ressemblent à ceux d'un rhume classique, incluant une démangeaison au niveau des yeux, un écoulement nasal, une toux et des courbatures. La phase 2 débute après 48 heures et se traduit par une forme de fièvre hémorragique induite par l'aspiration d'une petite quantité de sang dans les poumons, occasionnant un effet aérosol. Durant la phase 3, l'hôte crache et se vide de son sang, saignant abondamment de tous ses orifices, incluant le nez, les canaux lacrymaux, l'anus, les pores de la peau, la bouche, l'urètre et dans le cas des femmes, le vagin. La pression sanguine explose dans la dernière étape. Les hôtes ont ainsi été observés vomissant du sang à des distances dépassant 5 mètres. Si l'hôte survit à cette exsanguination presque totale,
l'agent pathogène retournera en sommeil, revenant au stade d'incubation. Ce qui distingue SCP-016 des autres poussées de fièvre hémorragique comme Ebola ou le virus de Marburg est sa réaction inhabituelle face au stress. Si le sujet est soumis à une forte tension émotionnelle, comme une menace de mort, l'organisme mutera alors vers une forme de rétrovirus, modifiant sa tactique de survie d'une reproduction de masse en une réécriture de l'ADN de l'hôte et une accélération de la mitose. Les changements physiologiques majeurs s'opèrent dans les premières 24 heures. La restructuration complète étant achevée dans les 2 semaines. La plupart des hôtes ne survivent pas au procédé à cause des contraintes trop importantes imposées au corps. Un effet secondaire intéressant de la transformation est le regain d'agressivité qu'elle engendre. Il est communément admis qu'il pourrait s'agir d'une tentative de maximiser la propagation du virus similaire à la rage. D'autre part, les sujets ayant subi des transformations physiques ne montrent plus de signes des propriétés hémorragiques de SCP-016. Cependant, les sujets contaminés par un hôte transformé subiront toujours des symptômes infectieux propres à SCP-016. Voilà. Celui-là était très spécial. Ensuite, l'ombre, donc SCP-017. Pardon, je suis encore très fatigué. SCP-017 est une figure humanoïde d'environ 76 cm de haut et anatomiquement semblable à un jeune enfant, mais sans aucun trait corporel discernable. En gros, c'est une ombre, quoi. SCP-017 semble être composé d'une ombre, une fumée analogue à une enveloppe. Aucune tentative pour déceler un quelconque objet sous l'enveloppe n'a abouti, mais cette possibilité n'a pas été exclue. La réaction de SCP-017 sur une ombre projetée sur lui est immédiate et rapide. SCP-017 bondit sur l'objet projetant l'ombre et l'enferme complètement dans son enveloppe, après quoi il reprend sa taille normale, ne laissant ainsi plus aucune trace de l'objet derrière lui. Voilà. Ne vous inquiétez pas, il y a une photo. À partir de maintenant, il y a une photo pour tout. SCP Superball ou SCP-018. SCP-018 a l'apparence d'une balle rebondissante fabriquée par la société Wamho en 1969. Elle mesure 6 cm de diamètre et est de couleur rouge. Trouvée lorsque la société fut chargée de nettoyer un entrepôt de Wamho, SCP-018 est capable de rebondir jusqu'à une hauteur extrême. Dans un premier temps pensé pour être un jouet d'enfant agréable, SCP-018 était capable de rebondir avec plus de 200% d'efficacité. C'est-à-dire que s'il est lâché à 1 mètre, il rebondit de 2, puis 4, puis 8, puis 16 mètres, ainsi de suite. La balle est vite devenue un projectile dangereux, atteignant des vitesses estimées à plus de 100 km/h en blessant 5 personnes dans la ville de... Il s'est immobilisé après plusieurs jours dans le lac voisin de... une autre ville, et a été récupéré par le personnel. En raison de la vitesse de l'objet et la surprise totale des victimes, aucune couverture n'a été requise. Voilà. Pareil, il y aura une photo. Maintenant, SCP-019. Alors, SCP-019 se présente comme un grand vase en céramique de 1,8 m de diamètre à l'ouverture et de 2,4 m de hauteur.
Le style et la décoration indiquent qu'il a été créé dans la Grèce classique, bien qu'une notation concluante soit impossible, sa surface étant totalement inaltérable. Si une méthode efficace est découverte, SCP-019 doit être détruit par prévention. Des entités émergent périodiquement de SCP-019. Ah oui, il s'appelle le pot des monstres. Les entités varient en aspect, mais ont plutôt tendance à être petites, vaguement humanoïdes, même si elles peuvent avoir des caractéristiques animaloïdes, et sont extrêmement hostiles. Elles choisissent souvent d'attaquer avec les dents ou griffes. Bien qu'elles soient assez fragiles, elles sont raisonnablement robustes et constituent une menace considérable en grand nombre. Lorsque la température est maintenue à 0 degré et que le vase est totalement au repos, les entités sortiront de SCP-019 à un taux approximatif d'une entité par heure. Les traits suivants sont connus pour affecter le taux de manifestation de SCP-019.2. SCP-019.2, c'est en fait le nom de l'entité qui ressort à chaque fois, qui sort du pot, entre guillemets. Alors, les mouvements de SCP-019, les menaces pour SCP-019, les températures extrêmes dans les deux sens, les changements soudains dans l'environnement qui l'entoure en général, la présence d'objets ou d'organismes à l'intérieur de SCP-019 qui provoque un emballement de la réaction. Les traits qui peuvent influencer ou non le taux de la manifestation SCP-019-2. La présence d'une forme de vie humaine à proximité de SCP-019, c'est-à-dire que s'il y a un gars qui est proche du pot quand l'entité sort, l'entité va attaquer l'homme. Les conditions météorologiques actuelles, les individus spécifiques près de SCP-019. En outre, le basculement de SCP-019 permettra de créer une réaction comme s'il n'avait été déjà rempli avec des spécimens de SCP-019-2. Bien que les spectateurs regardent à l'intérieur de SCP-019, noteront simplement un trou noir, en raison du taux de production de SCP-019-2. Lorsque l'objet est perturbé, la mesure de la cavité interne est difficile, mais elle est soupçonnée d'être incompatible avec les mesures de l'extérieur. Voilà, donc je mettrai également, donc là je mettrai deux photos, hein, donc le spécimen et en même temps le pot. Voilà. Ensuite, SCP-020, la moisissure invisible. Là aussi, j'ai des photos. SCP-020 est un organisme fongique à propagation rapide qui est susceptible d'affecter les sens et le comportement des êtres vivants, y compris les humains. Les échantillons de SCP-020 présentent un effet inconnu qui les rend invisibles à l'observation directe, même sous un microscope. SCP-020 est uniquement visible pour les humains à travers une surveillance photographique ou vidéo. Une fois que SCP-020 forme une colonie, généralement dans une résidence humaine, il va produire des spores qui affectent le comportement des êtres humains autour de lui. Les sujets atteints vont augmenter la chaleur et l'humidité de leur maison pour créer un environnement plus adapté à la croissance de SCP-020. Les sujets atteints deviennent également plus sociables dans de nombreux cas et invitent souvent des connaissances à leur domicile pour la propagation de l'organisme. Comme les spores de moisissure et les colonies sont invisibles à des sujets touchés, la moisissure peut parfois pousser directement sur des sujets vivants. Comme les spores et les colonies à l'intérieur d'une maison approchent un seuil de concentration critique, la santé des sujets humains touchés se détériore rapidement, entraînant la mort. La propagation de la moisissure peut se produire davantage sur les corps de tous les sujets décédés et se propager par les urgences et les agents de soins de santé,
ainsi que pendant le transport des corps à la morgue locale. SCP-020 a d'abord été rencontré dans les données ont été supprimées, où un agent infiltré SCP a pris note de changements dramatiques de personnalité au sein du personnel travaillant à l'hôpital local. Après une enquête par une équipe de confinement, il fut découvert que près de civils avaient été infectés, ainsi que la majorité de la ville. La population civile a été éliminée et la ville incinérée sous couvert d'un feu de forêt à embrasement éclair localisé. À ce jour, plus de 12 foyers de SCP-020 ont été signalés. Des enquêtes sont actuellement en cours afin de déterminer les sources de ces épidémies et des éventuelles mesures préventives. Alors, il y a des photos aussi de civils qui ont été infectés par les colonies. Je ne montrerai pas parce que en gros, c'est des grosses brûlures, c'est des grosses cloques, quoi. Donc je ne montrerai pas. Maintenant, SCP-020, autrement dit, le tatouage dragon. SCP-021 prend la forme d'un grand tatouage élaboré représentant un dragon serpent dans un style oriental, couvrant environ 0,8 m² de peau. Ce tatouage est complètement animé sur toute la peau de son hôte et se comporte en grande partie comme un animal normal, mais en 2 dimensions seulement. Le mouvement du tatouage provoque une douleur constante chez son hôte, comparable à celle endurée pendant la confection d'un tatouage et celle de l'enlèvement d'un tatouage simultanément. L'organisme a tendance à passer la plupart de son temps sur le torse et à proximité de celui-ci. SCP-021 n'affiche pas d'intelligence au-delà d'un motif de base d'alimentation et de locomotion, même si en pratique, la mesure de l'intelligence d'une forme de vie en 2 dimensions est toujours impossible à ce jour. SCP-021 semble se nourrir exclusivement de pigments de peau de l'hôte. Il peut s'agir de la mélanine. Dans ce cas, le sujet semble souffrir de vitiligo. Toutefois, l'organisme montre une préférence marquée pour d'autres tatouages et cherche d'abord à les dévorer avant de recourir à des pigments naturels. Il convient de noter que le processus d'alimentation lui-même, au-delà de la sensation de mouvement, est indolore. L'encre du tatouage normal disparaît tout simplement lorsque celui-ci est mangé. L'organisme conserve une taille constante et aucun excrément n'a été observé. L'organisme est capable de manger plus de 0,6 m² de peau par heure. On peut nourrir SCP-021 par le tatouage rapide de fruits ou de petits animaux sur l'hôte. SCP-021 peut être transféré entre les hôtes par diverses formes de contact physique avec différents taux de réussite. Dans le cas d'un transfert réussi, l'organisme nage tout simplement d'une personne à l'autre. Les rapports sexuels semblent être la méthode la plus fiable de transfert, avec un taux de transmission de 93%. Toutefois, en raison de la douleur causée, ce n'est pas l'idéal. Le contact entre 2 plaies ouvertes est généralement préférable. Le transfert est plus compliqué chez les sujets décédés, mais pas de façon déraisonnable, l'organisme ne souffrant pas des effets négatifs de la mort de son hôte et continuant à consommer des pigments de sa peau. La transmission entre des espèces différentes est inconnue. Les tests précédents suggèrent qu'elle est impossible ou extrêmement rare. SCP-021 confère certains avantages à son hôte, et oui. Il a été prouvé que le tatouage accélérerait la libération et le recaptage de l'adrénaline et diminuait l'accumulation d'acide lactique, fournissant des boosts de force, de confiance et de tolérance à la douleur dans des situations stressantes et réduisant les habituels effets provoquant de la faiblesse et de la fatigue. En outre, le tatouage semble avoir un certain effet bénéfique sur le système immunitaire de l'hôte. Les profils d'agression des hôtes sont généralement plus élevés que la moyenne. S'il s'agit là d'un effet direct du tatouage ou tout simplement d'une réaction à la douleur constante, cela reste à voir.
La relation symbiotique est généralement limitée par la durée pendant laquelle l'hôte peut tolérer une telle douleur dans la vie quotidienne. Cela a abouti au suicide chez un certain nombre de sujets. Dans de rares cas, les hôtes ont également été victimes d'infections mortelles de la peau. Les origines de SCP-021 et sa nature sont inconnues. Retracer sa transmission d'un hôte à un autre est difficilement réalisable dans les limites du secret, et l'organisme pourrait bien avoir des centaines d'années, sinon plus. Voilà. Et la photo que je vais mettre est en fait la photo de SCP-021 sur un sujet qui est maintenant décédé. Et on va terminer avec la dernière qui s'appelle la morgue. Alors, SCP-022 est une morgue dans le sous-sol de l'hôpital en Grande-Bretagne. Jusqu'en 1980, aucune anomalie ne fut signalée dans la morgue. Les rapports d'activité anormale ont commencé en novembre 1980. La zone fut rapidement mise en quarantaine par la Fondation, avec comme couverture officielle que l'ensemble du bâtiment avait été abandonné. Périodiquement, un tiroir au hasard au sein de la morgue s'ouvrira pour révéler un cadavre couvert sous un drap. Après environ 6 minutes, le cadavre s'animera et tentera de quitter la morgue. Ce cadavre est désigné SCP-022-1. Dans certains cas, le cadavre sera trop endommagé ou décomposé pour réussir à sortir de SCP-022 ou même à se lever de la table sur laquelle il se trouve. Si une instance de SCP-022.1 expire sur la table rentrera dans le tiroir qui se fermera. Les rapports indiquent qu'une odeur de tissu brûlé apparaît immédiatement après cet événement. La source d'énergie qui anime les instances SCP-022.1 est actuellement inconnue. Les instances ne respirent pas, ne mangent pas, ne dorment pas et leurs corps ne produisent aucune chaleur. L'analyse de SCP-022.1 suivant leur décès n'a pas mis en évidence d'organes anormaux ou de produits chimiques. Ils semblent être des cadavres tout à fait ordinaires. Les instances possèdent également une force physique supérieure à celle des humains normaux. Bien que les tests directs se soient avérés problématiques, les chercheurs estiment que leur force s'élève à 500 newtons, oui, plus qu'un corps humain de même condition physique. Une analyse est en cours pour déterminer si cet effet est lié à la source d'alimentation encore inconnue ou s'il s'agit d'un phénomène tout à fait distinct. Lorsque des parties du corps sont séparées de SCP-022.1, la partie avec la plus grande masse conserve ses effets. Toutes les autres parties deviennent inertes. La destruction de la tête ou du cerveau ne neutralise pas efficacement une instance. Le bas du torse et les membres inférieurs restent animés. La destruction complète des tissus semble être la seule méthode d'élimination efficace. Sans intervention, les instances décèdent simplement, tout mouvement cesse et ils semblent redevenir de simples cadavres. Suivant le taux de décomposition et les dommages subis par cadavre, cela peut prendre entre 2 jours et 3 semaines. L'enquête a révélé que les corps des instances correspondent à la description de cadavres volés dans des morgues à travers le pays. Le mécanisme de ce transfert est actuellement en étude. Faire entrer de la matière dans SCP-022 s'avère impossible. Tout objet amené dans SCP-022 disparaît peu de temps après avoir passé la porte, sans laisser de traces. Cela inclut les objets inanimés et des spécimens biologiques vivants. Voilà. Et donc là, évidemment, il y aura une photo également. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et encore désolé pour le retard, hein, c'est juste que bon, j'étais un petit peu overbooké.
Euh, En ce qui concerne le court-métrage, je n'ai pas du tout avancé, donc du coup, voilà. Ce sera comme prévu. Il va bientôt arriver. Bah là allez ouais, dans peut-être une semaine quoi. Je stresse et j'espère que ça vous a plu et j'espère que la vidéo en général ces vidéos en général vous plaisent. De SCP je parle. Donc, et vous verrez également parce que j'avais fait un roleplay sur SCP, je sais plus lequel. En gros, c'était 76 ou 79. Et, et en fait, c'était tout simplement, euh, c'était un roleplay quoi. Et c'est en fait un SCP bah, que je montrerai bientôt. Et donc là je revérifie parce que oui. Et je ne trouve pas. Pourtant je crois que c'était 76. Enfin bref, et en fait c'est un SCP qui existe vraiment. Et il s'appelle le, le, le masque possessif. Voilà, ça y est. Et c'est l'un de mes préférés. Ah, c'est SCP-035. Vous avez, là, c'est de la, j'essayerai de le faire pour la prochaine fois, parce que normalement, la prochaine fois, je devrais m'arrêter au 33. Sauf que vu que c'est le numéro 035, je m'arrêterai au 035. Parce que c'est l'un de mes préférés. Donc voilà. Donc il y aura un petit bonus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt. Je vous dis ciao.